C'était le soir de Noël, et Althea Reyes était assise sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, en larmes. Sa voiture de sport de luxe était immobilisée à côté d'elle, le capot grand ouvert, laissant échapper une épaisse fumée du moteur. À 34 ans, avec une fortune se chiffrant en millions, elle se sentait, à cet instant précis, la personne la plus désolée et la plus seule au monde. Ses larmes n'étaient pas pour sa voiture de luxe, elles étaient pour la vérité dévastatrice qu'elle avait découverte le matin même, son mari la trompait depuis 3 ans avec sa meilleure amie. Elle avait pris les clés de la voiture et s'était enfuie, sans but précis, roulant à l'aveuglette pendant des heures sur l'autoroute du sud de Luzon, Slex. Et maintenant, la voilà, bloquée au milieu de nulle part, son téléphone déchargé, et personne à qui demander de l'aide. Alors qu'elle était sur le point de sombrer complètement dans le désespoir, une vieille camionnette de service, l'air cabossé et usé, s'est arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence derrière elle. Un homme en sortit, les mains noircies par la graisse, vêtu de vêtements de travail délavés et usés, mais avec le regard le plus doux et le plus compatissant qu'elle ait jamais vu. Il s'appelait Joren. Mécanicien, il rentrait chez lui. Ses actions allaient bouleverser à jamais le cours de leur vie. Althea Reyes avait grandi dans une famille où la réussite n'était pas seulement un objectif, mais une obsession. Son père, Francisco Reyes, était le magnate d'une prestigieuse chaîne d'hôtels de luxe présente dans les destinations les plus prisées des Philippines, des plages immaculées de Palawan et Boracay au paradis du surf de Siargao, en passant par le cœur vibrant de Cebu. Sa mère, Remedio, avait été un mannequin célèbre dans sa jeunesse avant de se consacrer entièrement à son rôle d'épouse et de matriarche parfaite, toujours impeccablement vêtue, d'une élégance perpétuelle et parfaitement consciente du jugement de la société. En tant que fille unique, Althea était l'unique héritière de cet immense empire. Sa vie semblait pavée de privilèges dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Elle avait reçu la meilleure éducation que l'argent puisse acheter, d'abord dans une école internationale UP de Manille, puis un diplôme de la London School of Economics, et enfin un master de l'Université Columbia à New York. Elle parlait couramment 4 langues, était titulaire d'une licence d'économie avec les félicitations du jury d'une université locale de renom, et à 25 ans, elle était déjà vice-présidente de l'entreprise familiale. Belle, intelligente et immensément riche, elle possédait, en apparence, tout ce qu'on pouvait désirer. Mais Althea n'était pas heureuse. En réalité, elle ne l'avait jamais été. Enfant, elle avait très tôt compris que l'amour de ses parents était conditionnel, mesuré à ses résultats. Une note inférieure à la perfection entraînait des semaines de silence glacial, un comportement jugé inapproprié, des punitions qui duraient des mois. Elle avait maîtrisé l'art de la perfection, de ne jamais montrer la moindre faiblesse, de dissimuler la moindre émotion derrière un sourire soigneusement construit, conforme aux attentes de la société. À 28 ans, elle avait épousé Jason Ramos, un magnate de l'immobilier choisi pour elle par son père. Elle ne l'aimait pas, ni alors, ni jamais, mais elle s'était persuadée que l'amour finirait par naître. Elle s'était terriblement trompée. Leurs 6 années de mariage n'avaient été qu'une comédie stérile d'indifférence polie, ponctuée de conversations superficielles et de nuits passées chacun de son côté d'un immense lit froid. Althea avait accepté cela comme le prix à payer pour sa vie dorée. Elle possédait des villas, des yachts, des jets privés, des robes de haute couture et des bijoux valant le prix d'un appartement. Elle avait tout, sauf ce qu'elle désirait le plus, être aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Et ce matin-là, le soir de Noël, elle avait découvert que la seule personne qu'elle croyait fidèle la trompait depuis des années. Elle avait trouvé les messages par pur hasard en cherchant son chargeur de téléphone dans la poche de la veste de Jason. Il y en avait des centaines, des messages, des photos, des déclarations d'amour. Et la femme à l'autre bout du fil lui était familière. C'était Princesse Garcia, sa meilleure amie depuis le lycée, sa demoiselle d'honneur à son mariage, celle à qui elle confiait tout. Althea n'avait ni crié, ni pleuré, ni fait d'esclandre. Elle avait simplement pris les clés de la voiture de luxe et était partie sans un mot, sans la moindre idée de sa destination. Elle avait conduit pendant des heures, le cœur battant la chamade, la vue brouillée par un flot incessant de larmes qui lui voilaient la route. Et puis, la voiture s'était arrêtée net. Un horrible bruit de moteur, une fumée épaisse s'échappait du capot, et voilà, elle était coincée sur l'autoroute, au milieu de nulle part, avec un téléphone déchargé et une envie irrésistible de disparaître. Elle s'était affalée sur l'asphalte brûlant du bas-côté, serrant ses genoux contre sa poitrine, et pour la première fois de sa vie d'adulte, elle se laissa aller à un torrent de sanglots qui jaillissait des profondeurs de son âme, de sa blessure la plus viscérale. Joren de la Cruz avait 36 ans, et sa vie était à des années-lumière de celle d'Althea.
Il avait grandi à Tondo, un quartier populaire de Manille, fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une couturière qui travaillait à domicile. Il n'avait jamais eu les moyens de partir en vacances, n'avait jamais voyagé au-delà des provinces voisines, n'avait jamais mis les pieds dans un restaurant avec plus d'une fourchette à côté de l'assiette. Mais il avait reçu quelque chose qu'Althea n'avait jamais connu, une famille qu'il aimait inconditionnellement, sans rien attendre en retour. Son père, José, lui avait inculqué la valeur du travail manuel dès son plus jeune âge, l'emmenant dans son petit garage le week-end pour démonter et remonter des moteurs. Il lui avait appris que tout travail bien fait mérite le respect, que la dignité n'est pas liée à un compte en banque et que la valeur d'un homme se juge à la façon dont il traite les autres, et non à ses possessions. Sa mère, Lourdes, lui avait inculqué la bonté, la patience et l'importance des petits bonheurs de la vie. Elle lui avait appris qu'un bol de sinigang préparé avec amour valait plus que 100 dîners dans des restaurants étoilés et que la vraie richesse était d'avoir quelqu'un qui vous attend à la maison. Ses deux jeunes frères, Skylar et Ethan, étaient ses meilleurs amis, ses complices de jeux et d'aventures d'enfance dans les rues animées de leur quartier. Joren avait ouvert son propre garage 10 ans auparavant, grâce à toutes ses économies et à un prêt qu'il remboursait encore avec diligence. Ce n'était pas une grande entreprise et elle ne l'avait pas rendu riche, mais elle lui permettait de vivre décemment en faisant ce qu'il aimait. Il prenait plaisir à réparer les choses, à diagnostiquer les pannes et à redonner vie aux machines. Il éprouvait une profonde satisfaction à voir un moteur vrombir à nouveau grâce à son travail. 2 ans auparavant, il avait traversé la période la plus difficile de sa vie. Sa femme, Marit, après 8 ans de mariage, l'avait quitté. Il n'y avait eu ni trahison, ni confrontation dramatique, elle lui avait simplement dit qu'elle ne l'aimait plus, qu'elle aspirait à plus, qu'il n'était pas assez ambitieux pour elle. Joren s'était retrouvé seul dans une maison qui lui paraissait soudain immense, le cœur lourd d'un poids insupportable. Mais sa famille avait été son pilier. Ses parents, ses frères et ses neveux adorés ne l'avaient pas quitté un seul instant, et peu à peu, il avait réussi à se reconstruire. Ce soir-là, il revenait de chez un client qui avait eu une urgence, une voiture en panne, une famille risquant de rater son voyage chez les grands-parents à Laguna. Joren avait réglé le problème en une demi-heure, refusé le supplément que le client reconnaissant tentait de lui offrir, et rentrait chez lui, où ses parents l'attendaient pour le dîner de Noël. Lorsqu'il aperçut l'élégante voiture de sport de luxe arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, il pensa d'abord qu'une personne aussi riche n'aurait pas besoin de son aide. Ils appelleraient un service de dépannage spécial, quelqu'un arriverait dans un véhicule tout aussi coûteux, et le problème serait réglé. Mais il vit alors la femme assise sur l'asphalte, les épaules secouées de sanglots, et il comprit que c'était plus qu'une simple panne mécanique. Cette femme souffrait, et il ne pouvait pas simplement passer son chemin. Il gara sa vieille camionnette de dépannage, en sortit et s'approcha d'elle avec précaution. Il ne savait pas quoi dire ni comment l'aider, mais il savait qu'il devait essayer. Althea leva les yeux en entendant des pas s'approcher. Elle vit un homme grand, vêtu d'une chemise tachée de graisse et aux mains calleuses, la regarder avec une expression inquiète. Son premier réflexe fut une profonde honte. Elle, Althea Reyes, héritière d'un empire hôtelier, était assise sur le bas-côté crasseux de l'autoroute, pleurant à chaudes larmes devant un parfait inconnu. Elle essuyait ses larmes avec frénésie, tentait de se lever, de retrouver un semblant de calme, mais ses jambes étaient flageolantes et le poids de cette journée était trop lourd. Joren s'approcha, s'agenouilla devant elle et lui demanda simplement « Ça va, madame ?» Il ne fit aucun commentaire sur la voiture, ne demanda pas ce qui s'était passé, ne la jugea pas pour ses larmes. Il lui demanda juste si elle allait bien. Et Althea, sans vraiment comprendre pourquoi, lui dit la vérité. Elle secoua la tête et murmura que non, elle n'allait pas bien. Elle confia que c'était le pire jour de sa vie. Elle admit qu'elle ne savait pas quoi faire ni où aller. Joren hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement, bien qu'il ne puisse connaître les détails de sa crise. Il lui dit qu'il commencerait par vérifier la voiture, et qu'il verrait ensuite. Il se leva, s'approcha de la voiture de luxe et commença à examiner le moteur. Althea le regarda travailler, un étrange sentiment de calme l'envahissant en sa présence. Il y avait quelque chose dans sa façon de faire confiante, compétente et concentrée qui la rassurait. C'était comme si quelqu'un avait enfin pris les choses en main, lui permettant enfin de respirer. Au bout de 10 minutes, Joren revint avec de mauvaises nouvelles. Le problème était grave, une panne du système de refroidissement avait provoqué une surchauffe catastrophique du moteur. Il ne pouvait pas la réparer sur place. La voiture devait être remorquée jusqu'à un garage, et comme c'était le soir de Noël, tout était fermé.
Althea hocha la tête, une nouvelle vague de désespoir la submergeant. Non seulement elle n'avait nulle part où aller, mais maintenant elle n'avait aucun moyen de s'y rendre. Joren hésita un instant, pesant visiblement le pour et le contre. Puis, il fit une proposition. Son garage était à une trentaine de minutes. Il pourrait charger la voiture de luxe sur la dépanneuse qu'il avait attelée à sa camionnette et l'emmener là-bas. En attendant, si elle n'avait rien d'autre de prévu, elle pourrait venir chez lui. Ses parents préparaient toujours beaucoup trop à manger pour le réveillon de Noël, et un invité de plus ne changerait rien. Althea le regarda comme s'il était fou. Il l'invitait, elle, une parfaite inconnue qu'il avait trouvée en pleurs sur l'autoroute, au dîner de Noël de sa famille. Pourtant, le plus étrange était qu'elle ait envie d'accepter. Pour la première fois en cette journée épouvantable, quelqu'un lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu, de la gentillesse désintéressée, une aide sans arrière-pensée. Elle dit oui. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle dit oui. Les parents de Joren vivaient dans une maison modeste à Tondo, à Manille, l'un des quartiers les plus modestes de la ville, à milieu des boutiques de luxe de Greenbelt, à Makati, et des gratte-ciel vertigineux de Bonifacio Global City. C'était l'antithèse absolue de tout ce à quoi Althea était habituée. Les murs auraient bien besoin d'un coup de peinture. Les meubles étaient anciens, patinés par des années d'usage quotidien. L'espace était si exigu qu'il fallait se déplacer avec précaution pour éviter de se heurter. Le sol était recouvert de carreaux de terrazzo démodés. Les rideaux avaient été cousus main par la mère de Joren, et les bibelots posés sur le meuble TV étaient les souvenirs d'une vie entière. Rien de design, rien de coûteux, rien qui puisse figurer dans un magazine de décoration. Pourtant, il y avait dans cette maison quelque chose qu'Althea n'avait jamais ressenti dans son manoir de plusieurs millions de pesos à Forbes Park. Il y avait de la vie. Il y avait de la chaleur. Il y avait un amour palpable qui emplissait chaque recoin, visible dans chaque photo encadrée au mur, dans chaque objet chargé d'histoire. Lorsque Joren la présenta à ses parents, Althea se prépara à la gêne, aux questions indiscrètes, au regard désapprobateur envers cette riche femme à la voiture de luxe en panne. Au lieu de cela, Lourdes l'accueillit comme une fille perdue de vue depuis longtemps, de retour à la maison. José lui serra la main avec un sourire sincère et chaleureux. Personne ne lui demanda ce qu'elle faisait là ni ce qui lui était arrivé. Les frères de Joren arrivèrent peu après avec leur famille, Skylar avec sa femme et leurs 2 jeunes enfants qui déferlèrent dans la maison comme de petites tornades, et Ethan avec sa petite amie, qui semblait déjà faire partie de la famille. Tous l'accueillirent avec la même chaleur naturelle, comme si inviter une inconnue à la noche buena était la chose la plus naturelle au monde. Althea se retrouva assise à une table bien trop petite pour tout le monde, dégustant du lechon, du sinigang et du ginatang tilapia, avec un flan au lait en dessert. Rien de tout cela n'avait été préparé par un chef professionnel, mais par Lourdes de ses propres mains. C'était si différent des dîners élégants et impersonnels auxquels elle était habituée, avec des serveurs en gants blancs et des assiettes décorées comme des œuvres d'art. Ici, la nourriture circulait de main en main, les voix se mêlaient dans une joyeuse cacophonie, et les enfants se disputaient le dernier morceau de bibinka. Et pour la première fois depuis très longtemps, Althea rit. Un rire vrai, sincère. Non pas le rire poli et travaillé qu'elle avait perfectionné au fil des ans, mais un rire authentique qui jaillissait de son cœur. Joren la regardait de l'autre côté de la table, stupéfait par sa transformation. La femme désespérée qu'il avait trouvée sur le bas-côté de l'autoroute avait disparu, remplacée par une femme qui semblait renaître. Ses yeux pétillaient, ses joues étaient rosies par la bière locale et la chaleur de la pièce, et son sourire était la plus belle chose qu'il ait vue depuis longtemps. Après le dîner, tandis que Lourdes et les autres femmes débarrassaient la table, insistant pour qu'Althea reste assise, elle se retrouva sur le petit balcon avec Joren. L'air frais de décembre lui piquait la peau, mais elle ne voulait pas rentrer. Elle voulait s'attarder là, dans cet instant, dans cette sensation de paix qu'elle n'avait jamais connue. Joren lui demanda si elle voulait parler de ce qui s'était passé. Non par curiosité, précisa-t-il, mais parce que parfois, parler fait du bien. Et Althea, à sa propre surprise, lui raconta tout. Le mariage sans amour, la découverte de la trahison, la fuite désespérée sur l'autoroute. Elle lui parla même de son enfance, de ses parents exigeants, de la cage dorée de la solitude dans laquelle elle avait grandi. Joren écouta en silence, sans jamais l'interrompre, sans jamais la juger. Et lorsqu'elle eut fini, il ne proposa ni solution ni conseil. Il dit simplement qu'il était désolé et que personne ne méritait d'être trahi ainsi.
C'était si peu de choses, et pourtant, c'était tout. Pour la première fois de sa vie, Althea se sentit vue non pas comme l'héritière, non pas comme la femme de Jason, non pas comme la vice-présidente de Reyes Hotel, mais simplement comme Althea, une femme au cœur brisé qui avait désespérément besoin de réconfort. Cette nuit-là, Althea dormit dans la chambre d'Ethan, car il avait insisté pour prendre le canapé malgré les protestations de tous. C'était une petite chambre avec un lit simple, des posters de légende de la PBA au mur et un bureau où Ethan avait étudié pour obtenir son diplôme. Mais elle dormit plus profondément que depuis des années, bercée par le doux murmure du quartier populaire, si différent du cœur de Makati. Elle se réveilla le matin de Noël au riche arôme du café Barako qui embaumait la cuisine et aux cris des enfants qui ouvraient leurs cadeaux avec enthousiasme dans le salon. Un instant, elle ne se souvint plus où elle était, puis, lorsqu'elle s'en rendit compte, un sourire illumina son visage. Elle était encore là, dans cette maison pleine de vie, et elle ne voulait pas partir. Lourdes lui apporta une tasse de café au lit, un geste simple que personne n'avait jamais fait pour elle. Chez elle, du personnel s'occupait de tout, mais personne ne lui avait jamais apporté de café avec autant de chaleur, avec une telle attention. Les jours suivants se déroulèrent d'une manière qu'Althea n'aurait jamais pu imaginer. Joren répara la voiture de luxe dans son garage, travaillant tard dans la nuit après la fermeture, refusant obstinément tout paiement. Il lui expliqua que ce n'était pas un travail difficile, qu'il avait acheté les pièces au prix coûtant, qu'il ne voulait pas de son argent. Althea insista, mais il resta inflexible. Pourtant, elle ne partit pas. Elle trouva des excuses. Elle dit vouloir attendre que la voiture soit correctement testée sur route. Elle prétendit ne pas être pressée de retourner à Manille. En réalité, elle ne voulait pas quitter Joren et sa famille. Jason l'appela des dizaines de fois, mais elle ne répondit jamais. Il lui envoya des messages remplis d'excuses et de justifications, mais elle les supprima sans en lire un seul. Princesse Garcia tenta également de la contacter, et son numéro fut bloqué sans hésitation. Cette vie n'était plus la sienne. Elle passait ses journées à l'atelier de Joren, à le regarder travailler, à discuter avec lui entre deux clients. Elle découvrit qu'il était bien plus qu'un simple mécanicien. Il lisait des ouvrages de philosophie pendant ses pauses déjeuner. Il connaissait les grands poètes par cœur. Sa compréhension de la vie dépassait de loin son instruction. Joren, quant à lui, se sentait de plus en plus captivé par Althea, non pas par son argent ou sa beauté, mais par la personne qu'il découvrait jour après jour. Sous une façade de perfection se cachait une personne à la fois fragile et forte, une personne qui avait souffert sans pour autant baisser les bras, une personne qui cherchait à se connaître vraiment. Un soir, 2 semaines après Noël, ils étaient assis dans l'atelier de réparation automobile fermé, partageant une bouteille de San Miguel Pale Pilsen et du PAN de salle au fromage local. Althea lui confia qu'elle devait retourner à Manille, qu'elle devait affronter sa vie, qu'elle ne pouvait pas se cacher éternellement. Joren acquiesça, ressentant une émotion inattendue. En 2 semaines, il s'était habitué à sa présence, à son rire, à la voir arriver chaque matin avec 2 tasses de café. Althea le regarda droit dans les yeux et lui dit qu'elle ne savait pas comment le remercier, pas seulement pour la voiture, pas seulement pour son hospitalité, mais pour lui avoir montré qu'une autre vie existait, une vie plus simple, plus authentique, plus riche de sens. Et puis, avant même de réaliser ce qu'elle faisait, elle l'embrassa. C'était un baiser timide, incertain, mais lorsqu'ils se séparèrent, ils surent tous deux que quelque chose avait changé à jamais. Le lendemain de Noël, Althea n'était plus la même. Elle avait divorcé de Jason, lui laissant la villa de Forbes Park, à Makati, avec tout ce qu'elle contenait, y compris les meubles design et les œuvres d'art qu'elle avait collectionnées au fil des ans. Elle ne voulait plus rien qui lui rappelle cette vie vide et illusoire. Elle avait vendu ses parts de l'entreprise familiale à un fonds d'investissement suisse, conservant de quoi vivre confortablement, mais n'étant plus liée à un empire qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Ses parents étaient furieux, ils parlaient de trahison et d'ingratitude. Mais pour la première fois de sa vie, Althea ne cherchait pas leur approbation. Ses parents ne comprenaient pas ses choix, n'approuvaient pas sa nouvelle vie, et ne pouvaient concevoir qu'elle puisse préférer un métier de mécanicienne à tout ce qu'il lui avait offert. Mais Althea se fichait désormais de leur approbation. Elle avait passé 34 ans à essayer de correspondre aux attentes des autres, et elle ne le referait plus jamais. Elle avait emménagé dans une charmante maison de lotissement à Marikina, à seulement 10 minutes en voiture de l'atelier de Joren. Elle n'était pas plus grande que la maison familiale des De la Cruz, mais pour elle, c'était parfait. Elle était à elle, choisie par elle, et cela lui suffisait.
L'atelier de réparation automobile s'appelait désormais De la Cruz et Reyes, car Altea avait investi pour l'agrandir, non pas par charité, mais dans le cadre d'un partenariat à parts égales. Ils avaient acheté le terrain voisin, embauché 2 mécaniciens supplémentaires et créé un espace dédié aux voitures de collection, qui attirait des clients de toute la région métropolitaine de Manille. Joren s'occupait de la partie technique avec sa passion habituelle, tandis qu'elle gérait l'administration et le marketing. Ensemble, ils avaient transformé une petite entreprise en difficulté en une affaire florissante employant 5 personnes et comptant une longue liste de clients fidèles. Mais le plus important n'était ni l'argent ni le succès, c'était ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce soir de Noël, Altea était de retour chez les De la Cruz, mais cette fois, elle n'était plus une simple invitée, elle faisait partie de la famille. Lourdes la traitait comme sa propre fille, lui apprenant les recettes familiales transmises par sa grand-mère et lui racontant les bêtises d'enfance de Joren avec ses frères. José la taquinait sur son incapacité à cuisiner et sa façon de tenir une louche, mais avec une affection qui la touchait profondément. Skylar et Ethan l'appelaient « Athée », leur terme respectueux pour une grande sœur, même si elle et Joren n'étaient pas encore mariés, et ses neveux et nièces l'adoraient car elle apportait toujours des cadeaux et jouait avec eux pendant des heures dans le petit salon, qui pouvait se transformer en jungle ou en château au gré de leurs envies. Joren l'observait de l'autre côté de la pièce, envahi par une gratitude si profonde qu'il ne trouvait pas les mots. 1 an plus tôt, il avait trouvé une femme désespérée sur le bas-côté de l'autoroute et avait fait la seule chose qu'il savait faire, l'aider. Jamais il n'aurait imaginé que ce simple geste changerait tout. Après le dîner, ils se retirèrent sur le même balcon où ils avaient discuté 1 an auparavant. L'air frais était le même, les lumières de la ville scintillaient comme toujours, mais tout le reste avait changé. Joren sortit de sa poche une petite boîte en velours, achetée grâce à des mois d'économie. Ce n'était pas une bague hors de prix des joailliers de luxe exposés à Greenbelt. Elle ne venait pas d'une marque internationale prestigieuse. C'était une simple bague, fabriquée à la main par un artisan local de Quiapo que Joren connaissait depuis des années, ornée d'une petite pierre bleue qu'il avait choisie parce qu'elle avait la même couleur que les yeux d'Altea. Elle la regarda, et des larmes se mirent à couler sur ses joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de pure joie. Il y a 1 an, elle pleurait sur le bas-côté de l'autoroute, persuadée que sa vie était finie. À présent, elle était là, aimée plus profondément que jamais, au sein d'une vraie famille, avec un homme qu'il aimait pour ce qu'elle était. Elle a dit oui avant même qu'il ait fini sa question. Ils se sont mariés au printemps lors d'une cérémonie intime à l'église San Agustin d'Intramuros, cette même église historique où les parents de Joren s'étaient mariés 40 ans plus tôt et où il avait été baptisé. Pas de demeure somptueuse, pas d'invités de marque, pas de photographes de magazines de mode, juste la famille, quelques amis proches et un amour d'une pureté absolue. Altea portait une simple robe blanche dénichée dans une petite boutique, et non une robe de créateur à plusieurs millions de pesos, et elle se sentait la plus belle mariée du monde. 2 ans plus tard, une petite fille est née. Ils l'ont prénommée Isabelle, car elle symbolisait l'aube d'une nouvelle vie, le nouveau départ qu'ils avaient trouvé ensemble. Altea la regardait dormir dans son berceau, dans la chambre peinte d'un jaune tendre, et s'émerveillait des voies étranges et merveilleuses du destin. Si sa voiture de luxe n'était pas tombée en panne ce soir de Noël, si Joren ne s'était pas arrêté, si elle n'avait pas trouvé le courage d'accepter son invitation, rien de tout cela n'existerait. Cette petite fille, avec les yeux bleutés de sa mère et le sourire facile de son père, ne serait jamais née. Parfois, il faut que les choses se brisent pour pouvoir être mieux réparées. Parfois, il faut toucher le fond pour découvrir que quelqu'un est prêt à vous tendre la main. Parfois, les pires moments de notre vie ne sont que le prélude au meilleur. Dans sa vie d'avant, Altea avait tout, l'argent, le succès, le luxe, les voyages en première classe, les dîners dans les restaurants les plus huppés. Mais elle n'avait jamais connu le vrai bonheur jusqu'à ce qu'un mécanicien aux mains graisseuses s'arrête pour lui demander si elle allait bien. Et cette simple question, posée avec une sincère bienveillance par un inconnu, lui avait offert tout ce qu'elle avait cherché sans le savoir toute sa vie. Chaque soir de Noël, il retournait à l'endroit précis de l'autoroute Slex où leur première rencontre avait eu lieu. Ce tronçon d'autoroute n'avait rien de particulier, juste de l'asphalte et des glissières de sécurité. Mais pour eux, c'était le lieu où tout avait commencé, où leurs 2 vies si différentes s'étaient croisées, où le destin leur avait offert une seconde chance. Et tandis qu'ils regardaient les voitures défiler, main dans la main comme toujours, ils savaient que certaines histoires sont écrites dans les étoiles, celles de ceux qui se trouvent au moment précis où ils ont besoin d'être trouvés, celles de ceux qui ont le courage de s'arrêter quand il serait plus facile de continuer, celles qui débutent par une rupture et s'achèvent par un amour éternel.
les histoires d'un amour né sur le bas-côté d'une autoroute un soir de Noël, quand tout semble perdu, mais qu'en réalité, le plus beau moment est sur le point de commencer.